Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Où tu seras reine » de Christelle Duchamp, lu par Laurence Crambule. À celles et ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres de leur enfance. Mercredi 4 mai 2022. Maud, oh mon Dieu, je suis désolée. Il faut qu'on parle. Je vais tout expliquer. Maud, je l'ai tué. Samedi 7 mai 2022. Quand elle m'a appelée, je n'ai pas décroché. Mes mains chargeaient la gueule d'un énorme lave-vaisselle, monstre de métal affamé, friand de couverts et d'assiettes sales. Je grimaçais, tandis qu'il me crachait à la figure son haleine fétide dans un nuage brûlant d'humidité. Son grognement assourdissant couvrait le moindre bruit alentour, jusqu'à la sonnerie de mon téléphone. Si la mélodie n'a pas atteint mes oreilles, j'ai senti les vibrations contre ma cuisse. Les doigts souillés de sauce tomate et de béchamel, j'ai extirpé l'appareil de la poche de mon pantalon pour consulter le nom qui clignotait sur l'écran. Maman. Après une hésitation, j'ai décidé de ne pas répondre. Affirmer que cet appel ne m'a pas bouleversée serait mentir. Pour comprendre mon émoi, il suffit de monter dans la machine à voyager dans le temps et de l'arrêter sur cette date précise. Mercredi 16 mars 2022, jour de mon premier rendez-vous avec Angelina, psychiatre. L'heure de la retraite avait sonné pour mon précédent thérapeute, et je n'avais pas regretté son départ. Mon dossier lui avait été confié en 2015, le lendemain de mes 18 ans. J'avais atteint, non sans mal, la majorité, mais mon cas nécessitait encore un suivi mensuel, notamment pour le renouvellement de mon traitement. Le docteur Bléant s'est occupé de moi 7 années durant, et j'ai détesté chaque minute passée en sa compagnie. Il m'inspirait de la défiance et du dégoût que renforçaient ses innombrables tics. Pour citer les principaux, le capuchon de stylo qu'il mordillait en aspirant sa salive, ses lunettes qui glissaient sans arrêt sur son nez constellé de points noirs, ses cheveux gras qui lissaient de sa grosse patte velue, et le plus agaçant, ses insupportables claquements de langue avant de me poser une question embarrassante. Le docteur Bléant se délectait des silences gênants dont il entrecoupait volontairement nos échanges, attitude qui me le rendait encore plus antipathique. Quand mes propos l'intriguaient, il se fendait d'un « Pourquoi ?», bredouillait avec dédain, et émaillait mes réponses de soupirs et autres bâillements exagérés. Jamais ses lèvres n'esquissaient un sourire, jamais ses mots ne visaient à me rassurer. J'aurais apprécié une once de bienveillance, mais il s'y refusait et se contentait du service minimum, avachi dans son fauteuil club élimé. Après 8 séances laborieuses, j'avais contacté le CMP pour les informer de mon mécontentement. L'infirmier en charge de mon suivi avait écouté mon réquisitoire, avant de m'expliquer que la gentillesse et l'empathie n'étaient pas les qualités attendues d'un bon thérapeute. Pour preuve, le docteur Bléant avait participé à la guérison de nombreux patients. Je me suis résolue à poursuivre les séances avec lui, déterminée à empêcher la maladie de gâcher mon existence comme elle s'y employait depuis 7 ans. Hélas, son comportement détestable et son ton condescendant m'incitaient à ne pas me livrer en toute franchise. J'avais conscience que cette attitude compromettait l'amélioration de mon état, et mon instinct me conseillait de maintenir fermées les portes de mon esprit. Contre toute attente, cette thérapie bancale m'a permis d'obtenir quelques résultats, notamment un recul notoire des symptômes. Ils sont toutefois sans commune mesure avec les progrès que je connais au contact d'Angelina, à tel point qu'il m'arrive de caresser l'espoir d'une rémission totale. Que le soleil soit accroché au zénith ou que la pluie étende son rideau humide sur la vallée, Angelina est toujours d'humeur égale. Ses grands yeux rieurs et ses pommettes, aussi roses que le gloss qui teinte ses lèvres, lui donnent des airs de poupée. À la douceur de ses traits s'ajoute une méthode thérapeutique aux antipodes de celle de son prédécesseur. Exemple le plus frappant, pendant les séances, nous nous tenons face à face, tandis que le docteur Bléant s'asseyait dans mon dos.
Les monologues ont été remplacés par un dialogue constructif, exempt de marques d'ennui ou de mépris. Je me sens comprise, écoutée, respectée, ce qui favorise ma spontanéité. Avec le docteur Bléant, choisir des mots pour définir mon mal-être était synonyme de retenue et de souffrance. Avec Angelina, parler n'a jamais été aussi facile. Son optimisme est contagieux, et les espoirs qu'elle place en ma guérison décuplent mes progrès. Seule ombre au tableau, les bienfaits de ces consultations me poussent à éprouver des sentiments ambigus envers ma psychiatre. Je la considère comme une amie, une sœur, et parfois comme une mère. Ce lien n'est pas sain, je le sais. Mais à mesure que la maladie perd du terrain et que mon cœur s'abandonne à Angelina, mes craintes se dissipent. Bien sûr, la thérapie n'est pas de tout repos et certaines séances sont douloureuses. Elles s'achèvent sur des larmes que je m'efforce de contenir. La psychiatre m'enjoint de les laisser couler sans jamais émettre de jugement ou de pitié à mon encontre. Quand le travail analytique décortique le rôle de la figure maternelle, mon chagrin redouble d'intensité. La conclusion est sans appel. Mes dysfonctionnements s'enracinent dans la relation fusionnelle que j'entretiens avec maman. D'après Angelina, je ne pense pas par moi-même et ne vis pas pour moi-même. Vous n'êtes pas un individu à part entière, mais un prolongement de votre mère. Il en va de même pour elle qui ne vit que pour vous, qu'à travers vous. Ces dysfonctionnements sont en partie responsables de la pathologie dont vous souffrez. Ces derniers mots me chamboulent. Je suis piégée avec maman dans un cercle vicieux. Ainsi, enchaînés l'une à l'autre, nous ne pouvons pas aspirer à notre épanouissement personnel. Plus inquiétant, l'amour que nous nous portons est toxique, poison redoutable que nous buvons dans la même coupe. Dès lors, je décide d'agir. Me battre contre la maladie, oui, je n'ai pas le choix. Entraîner maman dans cette spirale destructrice, non. Elle a déjà tant sacrifié pour moi. Je l'aime trop pour accepter, en toute connaissance de cause, de lui faire du mal. La psychiatre salue mon discernement. Elle assure que mon état n'ira qu'en s'améliorant si ma relation avec la figure maternelle s'apaise. Pour appuyer ses propos, elle compare le fil invisible qui nous lie à une ancre plantée dans le sable d'un port. Un outil utile, certes, sauf s'il empêche le bateau de voguer vers l'horizon. Bercé par ces métaphores, je m'enquière de conseils pour prendre le large. Inutile de préciser qu'en pleine tempête, le capitaine suit aveuglément la direction indiquée par sa boussole. Il faut avoir une conversation avec votre mère et comprendre pourquoi votre interdépendance est si forte. Avoir une conversation avec maman. Ce défi me semble insurmontable. Il implique d'investir un passé que maman rechigne à évoquer avec moi. Pour l'en persuader, une offensive doit être lancée contre son entêtement. Ce combat me décourage avant même le premier coup d'épée. J'envisage déjà de déclarer forfait. Angelina me reproche mon défaitisme. Elle me suggère des angles d'attaque, servis par des armes puissantes qui assujettiraient le plus redoutable des ennemis. Sa stratégie me convainc de fixer un déjeuner avec maman pour le lendemain. À midi, nous arrivons en chœur devant le Gotel, notre restaurant préféré. Notre étreinte est longue et douce, mais ces retrouvailles sont gâchées par l'angoisse tapie dans ma poitrine. Je crains de ne pas avoir la force de remplir la mission confiée par Angelina. Maman ne devine pas mon malaise, bien qu'il transpire durant tout le repas. Il s'infiltre dans nos sujets de conversation qui rivalisent de banalités. La météo, les bouchons du centre-ville, les passants qui se pressent dans la rue. Des silences inhabituels s'invitent même à notre table et alimentent mon anxiété. L'entrée et le plat sont servis, et c'est entre le fromage et le dessert que je décide de lancer le premier assaut. J'aimerais qu'on parle de notre relation, maman. Tu es d'accord que notre amour est très fusionnel, peut-être trop. Ces phrases ont été prononcées avec la détermination d'un loup sur le point de traverser une forêt infestée de chasseurs. Mes yeux sont hypnotisés par les carreaux rouges de la nappe, mes coudes fermement vissés à la table.
tandis que mes doigts s'entortillent avec nervosité autour du pied élancé d'un verre ballon vide. J'attends une réponse, un reproche, un miracle. Rien. Je détache mon regard du vide pour le poser sur maman. Son corps n'est que raideur. Son visage s'est fermé et la joie qui courbait ses lèvres a disparu. Ses mains infligent d'affreuses tortures à une innocente serviette en papier. Ses jambes provoquent des mini-séismes qui causent à leur tour des mini-tsunamis dans nos tasses de thé. Son corps hurle sa contrariété. Et il n'en faut pas plus à ma détermination pour s'incliner. Une tension silencieuse nous accompagne jusqu'au dessert. Une part de tarte atterrit devant moi, et plutôt que de la savourer, je la triture de ma cuillère, mélangeant mousse citronnée, meringue et pâte brisée. J'obtiens une mélasse jaunâtre que j'expédie sans ménagement dans mon estomac. Maman déguste sa pâtisserie avec un plaisir non dissimulé, m'adressant un sourire appuyé à chaque bouchée. Elle croit qu'un masque de bonne humeur et un shoot de sucre suffiront à balayer le voile sombre de mes interrogations. Jadis, je me serais contentée de cette mascarade, mais les séances avec Angelina m'ont métamorphosée. Forte de ses conseils, je relance les hostilités. Hélas, la discussion s'envenime. Le débit de nos paroles accélère, nos voix gagnent en intensité et notre dispute éclabousse les clients du restaurant. Ils nous fixent avec mépris. Hausser le ton dans un lieu public ne suscite jamais la sympathie de celles et ceux qui en sont témoins. Ces pères Dieu qui nous jugent sans nous connaître m'indisposent et me décident à abdiquer. Le roi du silence nous escorte jusqu'à l'addition que maman règle avec une multitude de pièces. Si le non-lieu de notre entrevue me désole, la perspective de quitter maman sur une dispute m'est insupportable. Voilà pourquoi, sur le trottoir, je m'empresse de lui présenter des excuses, qu'elle accepte avant de formuler les siennes. Nous rejoignons nos voitures bras dessus, bras dessous, comme si aucune altercation n'avait éclaté. J'embrasse maman et reprends la route du travail. Cet après-midi-là, me concentrer sur mes tâches est difficile et je commets des erreurs indignes de mon professionnalisme. L'atmosphère électrique du déjeuner n'est pas étrangère à ma confusion. Tout conflit avec maman nourrit mon mal-être. J'ai beau avoir confiance en ma psychiatre, je ne peux pas me résoudre à suivre ses recommandations si elles menacent mon équilibre émotionnel, si elles souillent la pureté de l'amour que je voue à maman. Je le lui dis, d'ailleurs, la semaine suivante, après lui avoir livré le compte-rendu de ma débâcle. Angelina écoute, sans m'interrompre, limitant ses réactions à des haussements de sourcils. Je ne cache pas ma déception quant aux espoirs que je plaçais en cette conversation avec maman. La psychiatre partage ce sentiment et après réflexion me soumet une nouvelle tactique. Éloignez-vous de votre mère. En établissant une distance physique, vous vous détacherez moralement d'elle. Avec un peu de chance, elle préférera le dialogue à la séparation. Si ce n'est pas le cas, je suis sûre que le poids de votre absence la motivera à parler. Vous avez tout à gagner avec cette méthode. Cette stratégie ne m'enchante guère. Je crains les dégâts qu'elle pourrait causer chez maman. Angelina me rassure. Je riposte, m'oppose, panique. Mais elle finit par me convaincre. Vous ne serez pas seule dans cette épreuve, Maud. Je tiendrai votre main aussi longtemps qu'il le faudra, et ensemble, nous marcherons vers votre guérison. J'envisageais déjà, à tort, ma psychiatre dans le rôle d'une mère de substitution, et voilà qu'elle me conforte dans cette projection. Mon cerveau fatigué s'en remet à elle et me répète que si je coupe le cordon avec ma vraie mère, je ne risque pas l'abandon puisqu'une autre femme occupera cette fonction à sa place. Bien sûr, je me garde d'en parler à Angelina qui ne validerait pas l'usage d'un tel ersatz. Un drogué n'avouerait pas avoir remplacé l'héroïne par le cannabis sans subir les remontrances de son addictologue. La psychiatre liste ensuite une série de gestes concrets qui m'aideront à établir cette fameuse distance. Un texto de moins par jour, un appel de moins par semaine, un déjeuner de moins par mois. Dès le lendemain, je m'exécute. Les bénéfices rapides de ce sevrage affectif m'encouragent à persévérer. Et à ma grande surprise, plus le lien maternel se distend, plus mon état psychologique s'améliore. Je progresse
et rien ne semble pouvoir me stopper. Galvanisée par les félicitations de la psychiatre, j'enclenche la vitesse supérieure et convie une nouvelle fois maman au restaurant pour lui exposer mon objectif à court terme. 7 jours de pause. Évidemment, son premier réflexe est de me détourner de cette hérésie. Je résiste, avec un aplomb inédit qui la décontenance. À présent maîtresse de la discussion, je lui explique ma démarche en utilisant les mots d'Angelina pour renforcer ma rhétorique. Je mesure à quel point cette séparation marquera un tournant dans ma vie. Maman et moi avons vécu de longues années ensemble. Si j'ai été arrachée à elle à l'adolescence, nous sommes néanmoins restés très proches. Nous échangeons des dizaines de textos par jour. Nous nous appelons quotidiennement. Nous déjeunons au Gotel le lundi, le mercredi et le vendredi. Dans ce contexte, ces réticences à l'idée d'une séparation, aussi brève soit-elle, sont compréhensibles. J'opte donc pour une autre tactique et valorise l'impact positif qu'aurait la distorsion de notre lien sur son quotidien. Elle pourrait s'occuper d'elle, dîner avec des amis qu'elle a perdus de vue et, pourquoi pas, dans un avenir proche, rencontrer un homme. Elle mérite d'être heureuse. Elle a enduré le martyre des années durant. Par ma faute. Son existence s'est résumée à une lutte permanente contre mes psychoses. Toujours disponible, prête à agir, dédiée à mon bien-être, aux premières loges de mes crises. Ses sacrifices pour soulager mon quotidien sont innombrables et je lui en suis infiniment reconnaissante. Mais ton dévouement nous enferme toutes les deux dans une prison d'où il faut nous échapper. Son menton tremble et de rides profondes creusent son front, signe avant-coureur d'une tempête de larmes. Pourtant, elle trouve le courage de me répondre. Tu croules sous la culpabilité, c'est ça? Évidemment, j'ai gâché ta vie. Arrête, c'est faux. Tu es et tu resteras mon plus beau cadeau. Je chéris chacun des moments que nous avons partagés, les bons comme les mauvais. Et la pire des punitions que tu puisses m'infliger serait de te sentir coupable ou redevable. J'ai juste besoin d'un peu d'air. Les mots s'abattent sur notre discussion avec la violence du couperet sur la nuque du condamné à mort. Je redoute la réaction de maman autant que la perspective d'un nouvel esclandre en plein restaurant. Mais ses joues ne s'empourprent pas de colère. Son buste s'affaisse, les traits de son visage se détendent et une onde de tristesse assombrit son regard. Je regrette d'avoir été si ferme, si blessante. Je m'apprête à lui présenter des excuses quand elle rompt le silence. J'ai peur, Maud. C'est aussi simple que ça. Depuis ta naissance, je veille sur toi. Et si aujourd'hui tu voles de tes propres ailes, ça ne m'empêche pas d'être inquiète. La maladie te rend vulnérable. S'il t'arrivait quoi que ce soit, je ne me le pardonnerai jamais. Sa main arpente la table avec timidité pour venir s'échouer sur mon bras. Sa caresse est douce, bien que parasitée par un chagrin en embuscade. Ses craintes à mon sujet sont loin d'être infondées. Oui, je ne suis pas comme les autres. Oui, à 25 ans, j'ai encore besoin d'elle. Mais il nous faut trouver un juste équilibre entre notre dépendance affective l'une à l'autre et la nécessité urgente de nous épanouir. Mon instinct préfère taire les recommandations de la psychiatre. Si vous voulez que la maladie régresse, vous devez apprendre à vous détacher de votre mère. Cet avis, à lui seul, pourrait tuer maman. J'opte pour la voie de la douceur. Je comprends que tu aies peur, mais rassure-toi, l'équipe médicale s'occupe bien de moi, ma psy est formidable et mon traitement est efficace. La preuve, les crises sont de plus en plus espacées. Et je suis quasiment indépendante, tu sais. Rares sont les gens dans ma situation qui peuvent se targuer de louer un studio et d'avoir un job pour subvenir à leurs besoins. Ton boss est toujours aussi gentil avec toi? Oui, c'est une perle. Tu vois, tu n'as aucune raison de t'inquiéter, maman. Je suis une adulte maintenant. Malade, certes, mais responsable. Le regard qu'elle pose sur moi, s'il est humide, est aussi chargé d'une certaine fierté. Sa main exerce une pression rassurante sur mon poignet, et tout en chassant une larme qui roule sur sa joue, elle acquiesce. Dans ma poitrine,
Une armée de soldats fête cette victoire. Ils s'étreignent en hurlant pendant que d'autres allument des feux d'artifice. De folles explosions déchirent le ciel, colorant la nuit de bouquets rouges, bleus et verts. Cette joie est démultipliée quand j'imagine maman reprendre sa vie en main et savourer un bonheur qu'elle a trop longtemps négligé. Pour la première fois en 25 ans, les amarres entre elle et moi se rompent. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce changement me terrifie. La perspective de ma libération s'obscurcit de lourdes inquiétudes. Je certifie être responsable et indépendante, mais les arguments que je croyais infaillibles vacillent. Dans mon crâne, une petite voix vomit sa désapprobation. Elle sème la confusion en fouettant mes doutes et mes peurs, m'ordonne de me rétracter, de me jeter dans les bras de maman et de ne plus jamais écouter les infâmes conseils des psychiatres. Fin de la thérapie, fin de l'histoire. Elles vécurent heureuses et mangèrent beaucoup de tartes au citron. La lâcheté est la meilleure amie du cerveau humain, incorrigible fainéant. Il fuit les difficultés pour se complaire dans sa routine rassurante, même si elle menace son équilibre. Je ne dois pas oublier que mon corps est un navire dont je suis le capitaine. Je choisis donc de clouer le bec à mon Jiminy Cricket de malheur et de le renvoyer croupir en fond de cale. Les termes de la pause sont finalement fixés. Ne pas se voir, ni s'appeler, ni s'écrire pendant une semaine. 7 jours, 168 heures. Cette séparation entraîne des bouleversements dans nos routines respectives. Je pronostique déjà celui qui m'affectera le plus et désigne sans hésitation le texto du réveil. Si bref soit-il, il rythme mon quotidien depuis 12 ans. Je pense à toi, je t'aime, tu me manques. Naïveté éculée qui m'enveloppe néanmoins d'un sentiment inégalable, se sentir aimé. Nos conversations téléphoniques du soir vont aussi me manquer, sans parler de nos 3 déjeuners hebdomadaires au Gotel. Malgré moi, je redoute la solitude que sous-entend notre pause. Je me vois errer dans mon studio après une journée de travail, sans personne à qui parler. Ma vie sociale est misérable, aucun contact avec les membres de ma famille, pas un seul ami, pas de lien avec mes collègues de travail, et pour finir, pas de mec. Toutefois, je ne subis pas mon célibat. Je m'interdis toute relation amoureuse pour 2 raisons. La première, aucun homme n'accepterait de vivre avec une tarée. La seconde, seule maman mérite mon amour. Si je ne développe aucune acquaintance avec des êtres de mon espèce, je partage en revanche mon studio avec Cheshire, chat marron tigré que j'ai adopté à la SPA sur les conseils d'Angelina. Il m'accueille en ronronnant à mon retour du travail, se frotte à mes mollets quand je prépare le repas, et se roule en boule sur mes genoux dès que je m'assois sur le canapé. Je lui parle comme à un vieil ami. Il m'écoute avec cette qualité qu'ont les animaux de ne pas juger. Je lui raconte ma journée, lui pose des questions sur la sienne, lui demande parfois son avis. Il me fixe de ses pupilles dorées et cligne lentement des paupières pour me signifier combien mes confessions le fascinent. Il n'a qu'un seul défaut. Personne ne prononce correctement son nom, mais j'ai toujours refusé de le rebaptiser. Même si je n'ai aucun respect pour les propriétaires qui l'ont lâchement abandonné, j'ai conservé le patronyme qu'il lui avait attribué. Pour une raison simple. Cheshire accourt dès qu'il l'entend. Après le déjeuner avec maman, je rentre chez moi et à peine suis-je dans le hall que le chat se précipite à ma rencontre, ébouriffé de sommeil. Je le prends dans mes bras et m'effondre avec lui sur le lit. Toute moustache vibrante, il se love contre moi pour consoler ma peine et recueillir mes tourments. Je lui annonce que la pause entre maman et moi est actée, et son miaulement rauque me confirme que j'ai pris la bonne décision. Le soleil se couche sur cet étrange dimanche, puis se lève quelques heures plus tard sur cette première journée sans l'ombre de maman. Lundi, mardi. À mon grand étonnement, elle respecte notre contrat. Son absence dans mon quotidien est totale. Son silence, presque angoissant. Je calme mon anxiété en me certifiant qu'elle profite de cette pause pour écumer les boutiques et rafraîchir sa garde-robe.
Je l'imagine croisant la route d'un homme charmant qui lui offrira un café et la promesse d'un avenir meilleur. Quelle que soit la scène, maman est heureuse. 12 projections qui participent à mon bonheur. La séparation est douloureuse, mais son issue m'enveloppe d'espoir. Nous sortirons toutes les deux grandies de cette épreuve. Hélas, en ce mercredi 4 mai, les efforts fournis rencontrent un obstacle. Il se matérialise sous la forme d'une vibration contre ma cuisse. Un appel de maman. Fidèle à ma ligne de conduite, je ne décroche pas, non sans éprouver une amère culpabilité. Je lutte aussi contre l'envie d'écouter le message vocal qu'elle a déposé. Par chance, au travail, le planning est chargé et mon cerveau n'a pas le loisir de recenser les raisons qui auraient poussé maman à rompre notre accord. Qu'elle ne réitère pas son appel me rassure, et quand vient le soir, je m'endors d'un sommeil profond, épuisé par cette journée. Jeudi 5 mai. Son silence m'inquiète. Je brûle d'envie d'écouter ses mots, et je me ravise après avoir composé le numéro du répondeur. Vendredi 6 mai. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Si maman avait un problème, elle aurait inondé mon téléphone de textos. Samedi 7 mai. Maman est mourante au bout du fil, mais sa détresse ne m'affecte pas. Je me contente d'observer mon visage dans le miroir, subjugué par le reflet diabolique qu'il renvoie. Des cascades de sang coulent de la couronne d'épines enfoncée sur mon crâne, jusqu'à napper entièrement la surface vitrée. Je la nettoie à l'aide d'une serviette éponge, et le visage de maman apparaît en lieu et place du mien. Il est défiguré par les plaies et les brûlures. Sa bouche s'ouvre, si grand que le menton touche la poitrine. Sa gorge produit un hurlement métallique qui me perce les tympans. Sa longue langue bleue s'entortille autour de mon cou. De ses mains, elle appuie sur mon abdomen pour y enfoncer les doigts. L'alarme du réveil m'arrache à cet affreux songe. Je ne crie pas et ne sursaute pas dans mon lit, comme aiment le montrer les films. J'ouvre seulement les yeux. Cheshire est perché sur mon ventre, qu'il piétine de ses coussinets. Il me salue d'un miaulement naïf. Je n'ai qu'une envie, l'envoyer valser. Une brume épaisse m'enveloppe. Ma respiration se coupe, tandis que mon cœur cavalcade dans ma poitrine. Cheshire me rassure de ses ronronnements, mais il glisse sur ma carapace de panique. Une flaque de culpabilité grandit à mes pieds, alimentée par des peurs absurdes et décousues. Maman souffre, elle est en danger. Des résidus de cauchemar flottent autour de moi et me précipitent dans un affolement irrépressible. Avec des gestes mécaniques guidés par l'urgence, je m'empare du téléphone pour consulter le répondeur. Les mots scandés par maman se déversent dans mon oreille. Ils sont secoués par la terreur, parsemés de pleurs et de hoquets. La dernière phrase explose en apothéose. « Je l'ai tué !» Pétrifié, je fixe le mur devant moi. J'ai attendu 3 jours avant d'écouter ce message. 3 putains de jours. Mon égoïsme et mon mépris me dégoûtent. Je suis une ingrate qui ne mérite pas l'amour et la protection qu'elle a reçus. Je saute du lit, et aussi tremblante qu'une droguée en manque, j'appelle maman. Elle ne répond pas. J'insiste, 1 fois, 2 fois, 10 fois, sans autre résultat que cette insupportable tonalité qui m'agresse les tympans. J'enfile un jean, un t-shirt et une paire de Converse. Je remplis les gamelles de Cheshire, et sans même un détour par la salle de bain, je quitte mon studio. Dans les escaliers, je manque de bousculer la propriétaire du 5e étage. Elle s'écarte de justesse en me toisant de son air méprisant. « Je parle pas aux fous », m'a-t-elle balancé un jour. Elle est persuadée que mon mal est contagieux, même si elle ne risque rien de pire que la maladie dont elle souffre déjà, la connerie. Je bondis sur le trottoir et traverse la rue en courant. Un coup de klaxon m'invective. J'adresse un doigt d'honneur majestueux au conducteur hargneux qui me traite de taré, s'il savait à quel point il a raison. Je saute dans ma vieille bagnole et démarre en trombe. 80 kilomètres me séparent de mon village natal. J'avale les 70 premiers en un temps record et décolle le pied de l'accélérateur quand se découpe au loin la chaîne des Alpes.
le Mont Blanc est saupoudré d'une timide couche de neige, tandis que, sur les reliefs en contrebas, les vaches, aux robes caramel, broutent une prairie généreuse. Leur clairette teinte dans la vallée, accompagnée du cri des geais, imitation bluffante d'un miaulement qui me rappelle celui de Cheshire. Les cimes des mélèzes se balancent au rythme d'un souffle paisible. Le soleil ondoie sur les aiguilles de Varins qui se colorent d'un bleu layette. Cette palette d'aquarelle du petit matin renforce la mélancolie ambiante et les plaies du passé se rouvrent, sanguinolentes et purulentes. J'ai beau balayer ces vilains souvenirs, ils forcent le barrage de ma mémoire à la moindre faiblesse émotionnelle. Les ignorer ne suffit pas à les vaincre. Et plus j'approche de la maison de mon enfance, plus ils sont offensifs. Si j'ai physiquement été arraché à ces lieux, mon esprit, lui, ne les a pas quittés. Je mesure l'emprise qu'ils exercent, même des années plus tard, sur mon corps, sur mon âme. Les propos du docteur Bléant tournent en boucle dans mon crâne. D'après lui, la maladie s'aggravait en présence de certains facteurs, des stimuli, précisait-il, capables de piloter le cerveau humain sans l'autorisation de son propriétaire. Le contexte et l'environnement familial où j'avais connu mes crises les plus violentes étaient à proscrire. Ce diagnostic a incité les médecins à me placer en famille d'accueil quand j'avais 13 ans. Si j'ai accepté d'habiter dans une autre maison, j'ai néanmoins rejeté en bloc l'idée d'être séparée de maman. Les services sociaux ne nous ont pas laissé le choix. Pire encore, l'équipe médicale me conseillait déjà, bien avant qu'Angelina s'y emploie, de couper le cordon. J'ai fait mine d'obtempérer, mais dès que l'occasion se présentait, je courais rejoindre maman. Notre lien si pur s'est trouvé réduit à des entrevues impersonnelles, dans des cafés bruyants, des restaurants peu propices à l'intimité, des parcs bondés d'enfants. Cette solution de repli nous convenait malgré tout. Notre amour prenait une nouvelle forme, et en définitive, nous nous fichions d'être dans un bar, dans une salle de cinéma ou chez le pape. Tant que nous étions ensemble, nous étions heureuses. La route départementale me conduit enfin à destination. Je dépasse la maison de mon enfance et me gare à l'abri des regards indiscrets. Avant d'ouvrir la portière, mon attention divague dans le rétroviseur. Maman, qui n'avait pas à rougir de ses beaux yeux bleu azur, enviait le marron de mes iris. Je n'ai jamais compris pourquoi elle jalousait cette couleur tellement banale, partagée par 9 personnes sur 10. En grandissant, j'ai découvert l'explication, somme toute très superficielle. Maman adorait se maquiller, et bien qu'elle assumât des goûts approximatifs pour sa garde-robe, la teinture de ses cheveux ou de son vernis à ongles, elle hésitait toutefois à parer ses paupières d'un fard qui aurait détonné avec le bleu de ses yeux. Elle ne cessait de répéter combien le marron aurait facilité son quotidien, lui autorisant d'illuminer son visage d'un arc-en-ciel. Étrange capacité à ne rien s'interdire, sinon dans un domaine, comme s'il était sacré. Perdu dans mes pensées, qui me ramènent systématiquement à maman, je palpe mes joues et lisse du bout des doigts la peau autour de ma bouche. J'effleure la cicatrice qui me barre le front. Je répertorie les rides qui ne devraient pas exister à mon âge. L'inquiétude fait vieillir prématurément. Je me dévisage, comme si mon reflet était celui d'un parfait inconnu. J'aurais beau me maquiller, me travestir ou succomber à la chirurgie esthétique, mon regard ne mentira jamais. Je le croise chaque jour dans le miroir, et je dois composer avec lui. Notre pire ennemi est celui qu'il faut confronter sans arrêt dans la salle de bain, dans le psyché du hall d'entrée, ou au hasard d'un reflet dans une vitrine. D'habitude, le mien ne trahit aucune émotion. Il est neutre, vide, absent. Il ne s'attarde pas, ne détaille pas, ne fixe pas. Au contraire, il fuit. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il est traversé par le voile d'un étrange sentiment qui tire sur la commissure de mes lèvres, dessine une ligne verticale entre mes sourcils et contracte les muscles de ma mâchoire. Mon visage porte le masque de la peur. Je frappe le rétroviseur du plat de la main. Il se détache mollement de son support, semant des bris de verre sur le siège passager.
Les articulations de ma main droite sont en sang. Je les masse vigoureusement en pestant, sans sous-estimer le bénéfice de mon accès de colère. Le reflet a disparu de mon champ de vision. Je me redresse sur le siège et tapote le volant avec nervosité. Une 50aine de mètres me séparent de cette baraque. Hésiter, c'est savourer sa liberté. Prendre une décision, c'est y renoncer. Au restaurant, quand je dois me prononcer sur le fromage ou le dessert, de longues minutes me sont nécessaires avant d'arrêter mon choix. Non pas que je sois privée de l'un ou de l'autre. Je peux manger un camembert entier si cela me chante, ou dévorer un gâteau au chocolat moi seule. Mais l'hésitation me gargarise. Grâce à elle, je suis libre. Ce matin, il n'est pas question de choix, mais de courage. Creuser au plus profond de mon être pour en déterrer la volonté d'affronter le pire, est pourtant un exercice que je maîtrise à la perfection. J'envisage de faire demi-tour. Douce utopie. Mes mains restent crispées sur le volant et mes pieds sont rivés au tapis. Mon corps refuse d'obtempérer. Me morfondre serait indécent. Je suis venue de mon plein gré. J'observe la maison qui se dresse dans les lueurs du soleil levant. À mesure que les minutes défilent, 2 sentiments n'en finissent pas de me tirailler. M'enfuir de ce lieu toxique pour ne pas renouer avec les fantômes du passé, ou me précipiter auprès de maman pour m'assurer qu'elle va bien. Pas plus convaincue par l'une que par l'autre de ces options. Je sens mes canaux lacrymaux ouvrir les vannes. J'envie les gens qui posent sur la maison de leur enfance un regard empreint de tendresse et de nostalgie. Ceux qui éprouvent tant de chagrin quand il faut quitter ou vendre le nid. Ceux qui figent l'éternité en s'installant entre les murs où ils ont grandi. Je ne vois rien de tout cela. Je ne vois que la maladie et la peur. La peur de fouler le sol de cette cuisine, de ressusciter mes anciens démons, de rebasculer dans mon versant le plus sombre. Je m'esclave. L'être humain, dans son infinie bêtise, redoute ce qui n'a pas encore eu lieu, et à l'inverse se lamente pour des histoires anciennes qu'il ne peut plus modifier. Les voyages vers un futur que nous ne maîtrisons pas sont aussi dangereux que ceux dans un passé révolu. Les projections perpétuelles dans l'avant ou l'après nous consument à petit feu. Seul l'instant présent devrait compter. Lui seul devrait nous animer et guider nos choix. J'arrache la clé du contact et ouvre la portière. Assez tergiversé. J'ai roulé jusqu'ici, ce n'est pas pour me dégonfler au dernier moment. Angelina me répète sans cesse que je renferme des trésors de courage. Elle a raison, et je vais le lui prouver. Debout contre ma voiture, je fixe d'un regard assuré la maison, et sans plus réfléchir, je m'élance vers elle. Le portail n'est qu'à quelques pas, quand une voix se met à psalmodier dans mon crâne. Avant, ces mots m'auraient bouleversé. Mais aujourd'hui, ils glissent sur moi. Si tu entres dans cette maison, Maud, tu n'en ressortiras pas vivante. Le jardin. Dans ce jardin, il n'y avait rien, comme dirait Charles, d'extraordinaire. Du lierre, ployant sous le chagrin, et un chêne par miracle centenaire. Dans les herbes folles, on aurait pu voir des enfants s'amuser. Mais la maladie l'interdisait, terrifiée de les voir s'envoler. Les maisons sont à l'image de leurs habitants. Dis-moi comment tu ranges, et je te dirai qui tu es. Ceux qui jurent retrouver leurs affaires dans le bazar ne mentent pas. Mieux, ils se complaisent dans le désordre. Vivre dans la pagaille assure leur équilibre psychique. Les bordéliques ne changeraient en rien leurs habitudes, même si exhumer chaque matin une paire de chaussettes d'un placard est aussi périlleux qu'une cascade de Tom Cruise. Les maniaques, quant à eux, nettoient, trient, classent et étiquettent avec exigence, comme si ces gestes ordonnaient leur existence. Ils maîtrisent l'espace et, par extension, leur quotidien. Si tout est à sa place, tout ira bien. Évidemment, ces comportements ne sont que des subterfuges visant à rassurer les êtres humains. Ni un garage aux allures de Capharnaüm, ni une cuisine aussi étincelante que la galerie des glaces ne garantiront leur bonheur. Un inconnu qui déambulerait dans le jardin de mon enfance, pourrait-il dresser le profil psychologique de maman?
Il hésiterait entre plusieurs qualificatifs, mais serait catégorique sur l'un d'eux, la tristesse. Elle éclot entre les chiens-dents et les orties. Elle butine les pissenlits et les chardons. Elle virevolte avec le vent entre les murets en pierre. Oui, dans ce jardin, la tristesse suinte de toutes parts. Au gré des foyers, le jardinage est une tâche affectée tantôt au maître, tantôt à la maîtresse de maison, à l'inverse de la lessive ou du bricolage qui pâtissent des éternels clichés de genre. Chez nous, le père s'étant évaporé, maman s'est vue attribuer par défaut l'entretien des extérieurs. Force est de constater qu'elle n'avait pas la main verte. Imperfection qu'elle traitait avec beaucoup d'autodérision, en affirmant être capable de faire crever le chêne centenaire planté par sa grand-mère des décennies plus tôt. Elle avait tort. Il a survécu et apporte un sursaut de vie à ce terrain nu et pauvre où même les vaches refuseraient de paître. Alors qu'un festin leur serait servi, l'herbe est si haute qu'elle me frôle les hanches. Les ronces étreignent la bâtisse principale de leurs épines agressives, parure sauvage qui porterait à croire que les lieux sont à l'abandon. Maman aurait dû s'offrir les services d'un paysagiste. Mais son modeste salaire de couturière costumière n'autorisait pas de telles dépenses. Qui plus est, elle se fichait d'avoir une pelouse aussi belle qu'un green de golf et des massifs de rosiers que la reine de cœur aurait jalousés. Son désintérêt pour la nature a formaté mon enfance. Les promenades dans les sous-bois savoyards, les baignades au lac de Passy ou les randonnées en montagne étaient proscrites. Maman nourrissait une aversion pour les loisirs de plein air et ne comprenait pas le bonheur des enfants à sauter dans les flaques, à enfourcher leur vélo pour dévaler des pentes abruptes ou à se rouler dans l'herbe. Généreuse, elle m'offrait volontiers tout ce que je convoitais tant que le souhait exprimé n'incluait pas la caractéristique « dehors ». Quand pour mes 9 ans j'avais réclamé une balançoire, maman avait préféré m'acheter une énorme mallette de feutre et de crayons. Je m'étais contentée de ce cadeau, coloriant les belles robes des princesses Disney en rêvant de maculer la mienne de boue. J'aimais projeter mes fantasmes sur la scène des fleurs dans Alice au pays des merveilles. Dans mes songes les plus doux, j'incarnais l'héroïne, pas plus haute qu'une pomme, sautillant parmi les pensées, les iris, les œillets, les roses, pour entonner avec elle la chanson du printemps. Nos pensées sont quelquefois bien profondes. Il est rare d'entendre nos avis. Il m'arrivait d'échapper à la vigilance de maman, et je me lançais à l'extérieur de la maison pour grimper aux branches du chêne ou pour chasser des papillons. Elle remarquait mon absence en moins de 5 minutes et accourait, les traits crispés par la panique. Elle attrapait ma main et me reconduisait sans ménagement en lieu sûr. Des tremblements parcouraient ses doigts entortillés entre les miens et je regrettais ma désobéissance. J'aurais mérité d'être grondée, mais maman se fâchait rarement. Une fois dans la cuisine, elle me préparait un chocolat chaud et après avoir embrassé mon front, m'expliquait la raison de ses craintes. Elle relatait des histoires d'enlèvement d'enfants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.